Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24 à la une de l'actualité. Kais Saïed est officiellement le nouveau président de la Tunisie. L'homme sans parti politique a prêté serment devant l'Assemblée mercredi 23 octobre. Les maîtres mots de son mandat, espoir, liberté et dignité. Au Soudan, les experts appellent à une meilleure insertion des énergies renouvelables dans le mix énergétique national, un moyen de gagner en indépendance face à l'utilisation excessive du pétrole et de renforcer la puissance du réseau électrique national. Et enfin, 30% de la population gambienne aura l'accès à l'électricité en 2030. C'est ce que les autorités locales se lancent comme défi, avec l'aide et le support du projet régional d'électrification. Mais tout d'abord, dans l'actualité, une ouverture réussie pour le premier sommet Russie-Afrique organisé par le président Vladimir Poutine et coprésidé par le président de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi. Plus de 40 dirigeants africains ont répondu à l'appel de Sochi ce mercredi 23 octobre avec comme thème la coopération économique. À cette occasion, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie va continuer son travail de soutien à l'Afrique pour son développement et entend doubler le volume de ses échanges commerciaux avec le continent en 4 ans. Pour ce jeudi 24 octobre, le forum économique se poursuit mais sera doublé d'un sommet plus centré sur la politique et la diplomatie. Espoir, liberté et dignité, tels seront les maîtres mots du mandat de Kais Saïed, le nouveau président tunisien, a prêté serment mercredi 23 octobre devant l'Assemblée nationale. Il succède au chef de l'État par intérim, Mohamed El Nasser, nommé pour 90 jours après le décès en juillet 2019 du premier président élu démocratiquement au suffrage universel en Tunisie, Béji Caïd Essebsi. Désormais, son nouveau défi est celui de changer le parti ayant le plus de sièges à l'Assemblée, de former un gouvernement et ce dans un délai d'1 semaine après la proclamation des résultats définitifs des législatives. Un sujet de Graziella Tchakounte. Le palais de Carthage a un nouveau locataire. Le président tunisien Kais Saïed y a pris ses quartiers après avoir été investi ce mercredi 23 octobre. Une prestation de serment sobre et solennelle devant les élus du Parlement et les plus hautes sommités de l'État et au cours de laquelle il a esquissé les contours d'un renouveau. Chaque citoyen tunisien doit être un modèle. Aucune tolérance n'est possible concernant chaque centime tunisien. Tout le monde doit se rappeler continuellement des martyrs de la Révolution. Il faut mettre fin au gaspillage et au réseau de la corruption. Nous devons nous unir pour mettre fin à toutes les causes du terrorisme. Une balle tirée par un terrorisme fera face à des tirs d'unité. Et l'homme a les moyens de ses ambitions. Son score électoral exceptionnel de 72% lui confère en effet une grande légitimité et la marge de manœuvre nécessaire pour engager ou du moins stimuler une véritable transformation de la Tunisie. Et cela commence par le rassemblement de toutes les forces vives. Je veux que tout le monde soit confiant et soit sûr que pour nous, il n'est pas possible de travailler en dehors de la loi. Soyez sûrs toutes et tous que cette liberté que notre peuple a souffert pour obtenir, personne ne pourra nous l'arracher sous aucun prétexte. Kais Saïed est désormais le 8e président de la République tunisienne depuis son indépendance en 1956 et le 2e élu au suffrage universel après Béji Caïd Essebsi, décédé le 25 juillet 2019. La formation de son gouvernement est attendue dans les 10 prochains jours. Après les différentes guerres civiles que la République démocratique du Congo a connues de 1990 à 2000, le pays fait face à une nouvelle problématique, celle de la circulation incontrôlée et illégale d'un nombre important d'armes légères et de petits calibres, un fléau contre lequel les autorités concernées ont décidé de la création d'une commission chargée de collecter ces armes illégales sur tout le territoire. Un sujet de Nathalie Mo.
Limiter la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre, c'est la mission de la commission nouvellement créée en République du Congo. Les autorités congolaises veulent ainsi combattre le crime et autres violences résultant de la circulation illicite des armes dans le pays. Dans un contexte volatile où l'insécurité est de plus en plus croissante, les groupes armés circulent et font la loi dans beaucoup d'espaces territoriaux. Donc cette décision est une décision simplement qui tombe de sens. De 1990 à 2000, le Congo a connu des guerres civiles à répétition qui ont favorisé la prolifération des armes dans le pays. Des actions comme celle du ramassage de 8000 armes dans la région du Poul entre 2016 et 2017, quoique saluées par le gouvernement, s'avèrent insuffisantes. En effet, le trafic transfrontalier des armes reste un défi. Il faut d'abord régler les questions des dissensions politiques internes au Congo. La deuxième mesure importante, c'est la coopération. Aucune décision interne n'aura une efficacité optimale s'il n'y a pas de coopération avec les États avec lesquels ce pays partage les frontières. La République du Congo est déterminée à stopper la prolifération des armes et même leur usage d'ici 2020, conformément à une feuille de route de l'Union africaine. Un engagement matérialisé par la signature de plusieurs traités internationaux, notamment la Convention de Kinshasa du 30 avril 2010 sur le contrôle des armes légères. Une croissance économique en hausse en Afrique subsaharienne. Selon le Fonds monétaire international, une révision de la croissance économique dans cette région du continent a été effectuée. Une baisse des prévisions annoncée en avril 2019 de 0,3 points. Néanmoins, en 2020, la croissance en Afrique subsaharienne sera à 3,6%, soit une hausse de 0,4 points. Les précisions de Philomentine. La croissance en Afrique subsaharienne devrait s'établir à 3,6% contre 3,7% estimé auparavant selon le Fonds monétaire international. Ces prévisions revues à la baisse s'estiment également à 3,2% en 2019 contre les 3,7% avancés en avril. Ces performances seraient portées par 20 pays d'Afrique subsaharienne qui pourraient enregistrer une croissance supérieure à 5%. Le premier problème, c'est le problème de la dette. Les dettes deviennent de plus en plus importantes et elles risquent de ne plus être supportables par certains pays. Et puis il y a un problème de structure des économies. On se rend compte que les pays qui sont pauvres en matières premières, ce sont les pays qui réussissent le mieux. Et les pays qui sont riches en matières premières, dans le pétrole, sont les pays qui marchent le moins bien. La croissance en Afrique subsaharienne et a fortiori en Afrique de l'Ouest serait plus élevée que celle enregistrée au plan mondial selon le FMI. La croissance dans des pays comme l'Éthiopie devrait atteindre en 2019 7,4% et 7,2% en 2020, la Côte d'Ivoire 7,5%, le Sénégal 6% et le Nigeria 2,3% et 2,5% respectivement. Bon, il y a certains poids lourds du continent africain qui connaissent des problèmes de stabilité. La croissance de l'Afrique est véritablement tributaire de nombreuses choses et par des raisons endogènes et par des raisons exogènes. Toutefois, la Banque mondiale estime que les risques intérieurs en particulier restent élevés. En outre, des considérations de politique intérieure pourraient remettre en cause les réformes économiques et peser sur les perspectives de nombreux pays. Au Soudan, les experts en énergie renouvelable appellent à une meilleure insertion des ressources renouvelables au mix énergétique national. Dans ce cadre, le pays devrait mettre en place une institution pour la gestion et la production des énergies alternatives, des mesures qui favorisent l'investissement du secteur privé dans les énergies renouvelables et qui renforcent la puissance du réseau électrique national. Les détails avec Philomentine. Le Soudan devrait mieux insérer les énergies renouvelables dans le mix national. C'est du moins l'appel de certains experts du pays en énergie renouvelable. Une institution responsable de la production des énergies alternatives doit exister selon eux. Entre autres réformes, des réglementations sur le monopole de la production et de la distribution électrique devraient être adoptées au Soudan. Le Soudan, déjà depuis 2010, il a cherché à attirer des investisseurs chinois. Le pays était sous l'embargo américain et comme il y avait des sanctions internationales, etc.,
Et le gouvernement, en fait, n'avait pas beaucoup de ressources, donc le projet n'a pas abouti. Au Soudan, seulement 10% de la population a accès à une électricité fiable. En outre, la consommation d'énergie par individu dans le pays se situe à 104 kW par an. Selon les Nations Unies, le pays doit augmenter son taux d'électrification et accéder à un niveau de développement qui sera à l'origine de la croissance de la demande sur l'énergie en général et sur l'électricité en particulier. Le Soudan, comme beaucoup d'autres pays en Afrique, les gouvernements, ils ont du mal à satisfaire les besoins énergétiques dans le pays. Dernièrement, le Soudan s'est penché sur le développement des projets par rapport à la production de l'énergie solaire. Selon la Banque africaine de développement, la suppression progressive des subventions à l'énergie a également freiné la croissance du Soudan. Ainsi, le pays reste un État en transition confronté aux carences de ses capacités institutionnelles et humaines. 200 000 tonnes de coton sont attendus pour l'année 2022 au Togo. Le pays s'était fixé pour objectif d'améliorer son rendement à l'hectare du coton graine. Le Togo se trouve donc à presque 2 ans de l'échéance fixée sans avoir abouti à une amélioration du secteur. Dans ce cadre, les membres du conseil d'administration des groupements de producteurs de coton entendent le développement du programme d'investissement agricole de sécurité alimentaire pour booster la prochaine campagne cotonnière. Les précisions avec Amenedji. Le Togo entend parvenir à l'horizon 2022 à une production de 200 000 tonnes de coton graine par an avec 95% de qualité premier choix. Un projet fortement soutenu dans un climat où la production est en hausse de 17% par rapport à la campagne 2018-2019, évaluée à 137 255 tonnes pour un rendement de 764 kg par hectare. Quand le gouvernement décide d'aller vers 200 000 tonnes de coton graine en 2022, c'est possible. Le problème, c'est plutôt comment. Est-ce que ça va contribuer à détériorer le sol et souvent dû à quoi? L'engrais chimique, très mauvaise qualité, l'utilisation abusive et non contrôlée et régulée de l'eau et beaucoup de coton génétiquement modifié qui ont eu des effets terribles sur d'autres productions locales. Donc tous ces points ne sont pas mentionnés dans les propositions du gouvernement. L'actuel revenu net versé aux producteurs s'élève à près de 24 milliards de francs CFA, mais un complément de prix d'achat de 35 francs CFA par kilogramme de coton graine vendu leur sera payé. Par ailleurs, des intrants et une prime supplémentaire sont annoncés en faveur des cotonculteurs qui pourront emblaver 100 hectares et avoir un rendement d'1 tonne à l'hectare pour la campagne 2019-2020. Quand le paysan, l'agriculteur, le cotonculteur ne peut pas rembourser, c'est qu'il s'est endetté. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il a en fait donné son champ en garantie. Donc il perd son outil de production, il perd son champ et c'est racheté. Par qui? C'est là où vous avez un problème politique. En 2016, les exportations sans déduction de frais de douane, d'assurance et de fret de l'or blanc se sont établies à 36 800 tonnes et ont rapporté plus de 45 milliards de francs CFA à l'économie togolaise, selon les chiffres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'accès à l'électricité généralisée en Gambie, c'est ce que le projet régional d'électrification hors réseau tente de concrétiser. 30% de la population rurale gambienne aura l'accès à l'électricité d'ici 2030. Ce projet a pour objectif d'accompagner 19 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel dans l'accélération à l'accès à l'électricité. Néanmoins, la Gambie fait toujours face à des défis importants au niveau du secteur énergétique. Un sujet de Philomentine. Le gouvernement gambien envisage de donner accès à l'électricité à 30% des populations rurales d'ici 2030. Cette initiative vise à accroître l'accès à l'électricité à travers le déploiement de systèmes solaires autonomes. Ainsi, la réalisation de cet objectif passera par le projet régional d'électrification hors réseau d'un coût de 200 millions de dollars qui couvre 19 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, dont la Gambie. Les populations sont confrontées à cette lancinante question d'accès à l'électricité, surtout dans les zones rurales, ce qui du coup oblige beaucoup de monde à migrer vers la capitale Banjul, selon les statistiques, et en deçà des attentes. Selon la Banque africaine de développement, la Gambie est encore à la traîne en matière de développement énergétique. L'accès à l'électricité est de 47% au plan national, mais seulement de 13% dans les villes reculées du pays. Le pays ne profite pas assez
du soleil, mais également l'énergie éolienne. Et le pays a surtout misé sur l'achat de combustibles. Depuis 2008, beaucoup de projets se sont succédés. Espérons que cette fois-ci soit la bonne pour sortir les populations de ce gouffre lié à cette situation. L'État gambien encourage l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, notamment le photovoltaïque, à la fois pour des usages industriels, commerciaux et domestiques. Il prévoit la mise en place d'un cadre réglementaire adéquat ainsi que des mécanismes d'appui financier et de réduction du risque pour le secteur privé. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.